Thanks a lot for this opportunity to share actually not a particular project, but work that has been done for the last 5 years. And since the marble crayfish is quite a new topic, I thought today would be an opportunity to share with you what is it and what's known about it and what are anything that would be associated with it. So I'm going to talk about then what is marble crayfish, what is the potential impact, and then the challenges that we are facing and we may face in the future. So the marble crayfish, of course, it's a freshwater animal. It's the only decapod crustacean that reproduces by strict parthenogenesis. And that leads to an all-female population. So there are only female marble crayfish, and their genome is totally clonal. The first animal was recorded in the German aquarium trade in the mid of the 90s. And Madagascar was one of the first locations in the world where natural populations were observed. And they were first found in the street market and locally named Fusaoran. The species of origin after studies from morphological. So, for instance, on the left panel, you have the mother species, which is Pocombarus phallax, and on the right panel, you have the marble crayfish. And visually, they are undistinguishable. So molecular and phylogeographic analysis has revealed that the Pocombarus phallax is the mother species or the species of origin of the marble crayfish, originating from specific populations located in Florida, as you can see in this map on the right side of the panel. And since the marble crayfish over the years from its discovery has been always described as the asexual form of the Pocombarus phallax, further experiment has literally revealed that it's an independent species, and it has been described a few years back by Lucot as Pocombarus virginalis. It's not only a species that we can find in Madagascar, it's a species that originated to the actual knowledge then from Germany, and it has spread over Europe. And Madagascar is the only place in the South Hemisphere, basically, to host the population, and Madagascar is the so far only known place where the marble crayfish is invasive. And this invasiveness has been very effective because within a time scale of 10 years, its distribution has widely increased the surface area. So in yellow, in the center of the map that we have over here, there is the distribution of the marble crayfish by Jones and collaborators in 2007. And within a 10-year period, you can see that it has spread to the east coast and then to the south. So we were at the point where the marble crayfish as invasive species has basically spread over a short period of time on a large surface area over Madagascar. And since the marble crayfish and the Pocombarus phallax are indistinguishable morphologically, it was of course interesting and mandatory to define if the species over there were really marble crayfish. So after the full sequencing of the genome of 5 animals from Madagascar, it has been shown that the marble crayfish, the clonal marble crayfish, is in Madagascar. And within all these areas, we have collected a few samples to basically confirm from each location if we really have the species. And it has been shown that the population in Madagascar is genetically homogeneous. So with a population that is genetically homogeneous, we would expect, like one would expect, that it wouldn't spread that much, although, or it would be a little bit picky in terms of habitats. So we went down to the location and basically selected water bodies that would be the most different to illustrate or to try to find out if the marble crayfish, despite its clonality, would be plastic to different environments. And the research has shown basically that it is plastic and that it does adapt to a wide range of environmental conditions.
In terms of habitats, for instance, here we have lakes, river, rice fields, and in orange on the upper panel on the habitats, the turbidity versus the lowest, which is a river that is located at the edge of Ranmafana National Park. Population just grow and multiply, although the habitats are very different. And also, if we're referring to the quality of the habitat or just the type of habitats between a rice field and a lake or a rice field and a river, it seems like the marbled crayfish doesn't really mind about what type of habitat it is in, as long as it's a wetland. So we went a little bit down to also see if they can invade and inhabit all these type of habitats. Are the populations similar in terms of size, for example, and or in terms of phenotype, in terms of color, size, and so on. And the size structure seems to be different depending on the area, where the only significant difference that has been observed was in the youth. So in the southwest, I mean on the island, but on the south of Madagascar, where the animals were significantly larger than the others, but not only significantly larger, but even the density seems to be bigger. And that is nicely illustrated by these images, where you can see how this animal has had the potential to invade the habitat, to multiply, to reproduce, and is now sold as food, basically, for human consumption. And one can think that such invasion should have impact on the biodiversity, on the aquatic biodiversity. And in fact, that should be the case, or not that should be the case, but that would be the case. But we are still lacking data about that. It's a new species. It has recently invaded Madagascar, and unlike species which were studied for the past 50 or 100 years, research on the marbled crayfish are still emerging. But it's also a good moment to assess like the impact that it may have to basically establish the appropriate management system or jump on the management system on this invasive species. And one of the area that is at risk, as I mentioned, one of the locations where the marbled crayfish has been found is on the river surrounding the Ranmafana National Park, where native species of crayfish, but not only crayfish, but endemic and protected species can be impacted by the presence and the invasion of the marbled crayfish. And of course, all the freshwater community, not only just the fauna, but even the flora can be impacted by the invasion and the presence of the marbled crayfish. So this invasion and this large population, of course, implies impacts that can be significant on the freshwater community and the freshwater habitats. But the marbled crayfish is not only spreading, as you have seen a little bit earlier, it's also consumed by people. So in terms of strategies for conservation, of course, we have to take into consideration all aspects, right? So we have run a survey to basically see how the marbled crayfish is perceived, because one species can be invasive and then just invasive, but it can be invasive and useful as well. And its usefulness can promote its spread and then its consequences over the environment it is present in. And this is very interesting, actually, to see that the marbled crayfish, since its appearance, since its first observation, is more and more perceived as positively. Depending on the field where people are, they can be perceived negatively, but the overall observation, the longer the species has been in one area, the more positively perceived it is, and then the more the risk increase in that case, because depending on the status of the country, and we know how Madagascar is,
it won't be as, I wouldn't say easy, but as as easy as in countries where strategies are already in places, where rules are being followed, where the economy allows the people to basically respect the rules, and this is not the case for Madagascar. So this positive perception can, of course, lead to issues or concerns. But the crayfish is there, it has invaded, it is useful, and it's important to have data and to have information and to have a strategy on that aspect to basically go on to the conservation perspective. So it is perceived as a resource, and the field of use are basically human consumption, animal feed, and market. And it's something that has a big potential because people have free access that generates resources and income for each of them. And regarding the prices, for example, in 2018, tail meat, as you can see here, is sold about €2 per kilograms, which is quite a substantial amount of money for farmers. And in 2019, the prices are more or less stable, and now they are evolving. And this plot also illustrates, I would go to the next plot to be more illustrative, how the marbled crayfish is being accepted and is being integrated in the diet of the people and in the preference of the food. So on the right panel, you have the price per kilogram of the protein sources, whether it is animal or vegetable. And on the left side, you have the ranking of the preferences, like how do they prefer fish versus sausage versus prawn. And the marbled crayfish, despite its very short invasion in Madagascar, already grow in the preferences for the taste. That's one point, but also for the price or for the free access over it. So that leads to, of course, income, but it can also lead to health benefits. How would that be? So on the previous slide I've shown, people tend to perceive the marbled crayfish negatively, and that could be explained by the fact that they are prepared the wrong way, in which basically people eat the crayfish and the shell, and all issues related to health that has led to this negative perception were related to shell consumption. However, the crayfish is being integrated in the diet, whether it's in the countryside, in isolated areas, or in the capital cities, where it can have a good impact on the protein intake, basically, of the population. And we know that malnutrition for children and adults in Madagascar is very prevalent. So that would be one positive perception and one positive aspect of the marbled crayfish. And we always keep in mind that it's invasive, it's capable of adapting to different habitats, and it's capable of changing different habitats, meaning changing the composition of its biodiversity. A last point I would highlight about the marbled crayfish that I would think is important to know is that the marbled crayfish can potentially have, still on the health side, a positive impact, a potential positive impact on disease control. So Madagascar is one of the countries that hosts 2 forms of schistosomiasis, and with a high prevalence. And on the right panel, you can see in green the discovery sites of the marbled crayfish and the distribution area of the disease, which is literally everywhere, but just with different prevalences. So previous studies have shown that the use of biological control to basically eliminate the intermediate host of this disease can reduce
very significantly this prevalence. So since the marbled crayfish is present in Madagascar, the point won't be to spread it, of course, but to use it. The species is there, it's invasive, it's going everywhere. Another aspect we could take into consideration would be the use of the species. So former experiments and new experiments are actually assessing this potential of the marbled crayfish into improving the health status of people, because while there are treatments for schistosomiasis, as mentioned before, most Malagasy people, like a huge proportion of the population, are agriculture. So they are in contact with water every single day, and that leads, of course, to reinfection. So the marbled crayfish could have a potential role in complementing the actual strategies of control of the schistosomiasis, and they've been shown to predate successfully on the snails from laboratory experiments. So, of course, that would require more studies to go on forward, but this is just to give you the final picture of these invasive species. Like, it impacts on the main pillar of sustainable development. It's not just an invasive species, it impacts on the economy, it can impact on the environment, and it can impact on the health. So given these three elements that are as important as the other, and given that the crayfish is there and that it will potentially gonna stay there, implementing conservation strategy is a huge challenge. And for today's talk, I do not have like a plan or a suggestion or hypothesis on how that could work, because studies are still ongoing. We are trying to find out where does it impact, what does it do, where can it go, and then how can it be managed. And I'm quite happy to see that the panel has people that are into this management strategy, because I'd be very happy to exchange about that, because the only thing known about the marbled crayfish, or the only policy that exists so far, was published in 2008, where it was stated by the law that carrying live marbled crayfish outside their natural habitats is forbidden by the law and is punished by the law. But that was in 2008, and 13 years later, this hasn't changed, and this has been a little bit forgotten. So these studies that are ongoing will also help, I would say, to implement these new strategies to control the spread, but also exploit the use. So the challenge here is to find the balance between the invasion and the usefulness, and the invasion and the threat or the impact on the biodiversity. And on this, I thank you for your attention for this talk, and I'm very happy to take questions and discussion. Je vous remercie de me donner l'occasion de partager ce projet, donc enfin ce qui a été fait sur les 5 dernières années. Et voilà, donc j'ai abordé un nouveau sujet et je suis heureuse d'avoir l'opportunité de le partager avec vous. Et s'il y a quoi que ce soit qui est lié à cela, donc je vais parler de l'écrevisse marbrée envahissante et de l'impact que celle-ci a eu et les défis qui sont les nôtres et qu'on aura aussi à l'avenir. L'écrevisse marbrée est un animal d'eau douce. C'est le seul crustacé qui marche par la parthénogénèse. Donc, il y a seulement des femelles, elles sont de sexe féminin.
Et le premier animal a été enregistré au milieu des années 90 dans un aquarium allemand. Et Madagascar est le premier endroit où ils ont été observés en 2003 dans les marchés. L'espèce d'origine, après les études morphologiques qui ont été effectuées, en fait, d'après celle-ci, vous avez à gauche une autre espèce et sur la droite l'écrevisse marbrée. En fait, c'est difficile de les distinguer et d'après nos analyses, on a vu que le Procolox phalax est en fait à l'origine de l'écrevisse marbrée, à l'origine de la population en Floride. Comme vous le voyez ici sur la carte du côté droit. Et depuis l'écrevisse marbrée, donc il y a eu d'autres découvertes qui ont été effectuées. Et souvent, ces espèces étaient asexuelles, elles n'avaient pas de sexe. Et on a vu qu'il y avait donc diverses espèces. Et ce ne sont pas les seules espèces qui sont à Madagascar. C'est des espèces qui ont leur origine de l'Allemagne et qui se sont étendues en Europe et dans l'hémisphère sud. Et Madagascar est la seule espèce connue. Donc, ces espèces sont envahissantes et celles-ci ont été très efficaces parce que, en fait, leur surface s'est étendue. Donc, il y a une distribution de l'écrevisse marbrée qui a eu lieu à partir de 2007 et elle s'est étendue sur la côte est et aussi qui s'est étendue vers le sud. Donc, par rapport aux espèces mères et donc aussi par rapport aux autres espèces, bon, et certaines fois, c'est difficile de les distinguer, donc on a dû faire des études par rapport à cela. Donc, on en était au point où on parlait de l'écrevisse en tant qu'espèce invasive à proliférer sur une courte période de temps à Madagascar. Et du fait que cette espèce et la Procolox phalax sont indistinguibles, on ne peut pas les distinguer. On a dû donc identifier, voir exactement où était l'écrevisse marbrée. Donc, on a séquencé le génome de 5 animaux à Madagascar et on a vu que l'écrevisse clonale était à Madagascar. On a pris des échantillons et pour voir où étaient ces espèces exactement et voir si ces espèces étaient indigènes ou pas à Madagascar. Donc, la population en fait était homogène et finalement, bon, elle ne pourrait pas s'étendre autant que ça et donc on a un petit peu analysé les divers habitats pour voir quelles étaient les différences les plus importantes à illustrer, pour voir exactement où elles se trouvaient et pour analyser la clonalité, pour voir si celle-ci se rapportait aux environnements. Les recherches ont donc démontré que donc il y a une plasticité, donc les espèces s'adaptent à la biodiversité aquatique. Ici, on a des rizières qui sont en orange sur le diagramme que vous voyez devant vous. Et en fait, vous voyez un fleuve qui est ici au parc national de Hamorna. La population a augmenté et donc cette espèce s'est multipliée, bien que les habitats soient différents. Donc, par rapport au type d'habitat,
l'habitat entre les rizières et les lacs ou les fleuves. Donc, les écrevisses sont un petit peu de partout, elles s'adaptent assez bien. On a aussi, donc dans les zones humides, hein, donc on voulait voir si elles étaient adaptées à ce type d'habitat. Par rapport à la taille aussi, on a analysé les choses. En ce qui concerne aussi les phénotypes. Et les tailles semblent être différentes selon les zones. Et les différences les plus importantes qui ont été observées sont dans l'UE6, donc au sud de Madagascar, où les animaux étaient de taille beaucoup plus importante. Non seulement cela, mais aussi par rapport à la densité, elle était beaucoup plus importante. Ceci est illustré par ces images qui montrent la façon dont ces animaux ont eu le potentiel d'envahir l'habitat, de se reproduire, et ils sont maintenant vendus en tant que nourriture, donc alimentation pour les êtres humains. Et cette invasion, donc on s'est posé la question de savoir comment cette invasion aurait une différence, aurait un impact sur la biodiversité. Et en fait, ceci aurait été le cas, mais on pense que ceci est le cas, mais on manque encore de données par rapport à cela. C'est une nouvelle espèce qui a récemment envahi Madagascar et les études qui ont été faites sur les 50 à 100 des dernières années. Elles sont très précoces et c'est quelque chose d'émergent. Il faut voir donc quel est l'impact sur les systèmes de gestion, les systèmes de gestion communs par rapport à cela. L'un des domaines qui est à risque, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, sur le lieu en question, les écrevisses marbrées ont été trouvées sont dans les fleuves autour du parc national de Ranomafana, où donc non seulement il y a des écrevisses de ce type, mais il y a aussi d'autres espèces protégées qui vont être impactées par la présence des écrevisses marbrées. Et non seulement cela, mais les communautés d'eau douce. Donc, le flora qui a été impacté par la présence des écrevisses marbrées. Cette invasion et ces populations importantes d'écrevisses marbrées ont eu bien sûr un impact très important sur les communautés d'eau douce, des espèces d'eau douce. Non seulement les écrevisses marbrées s'étendent, comme on l'a vu tout à l'heure, mais elles sont consommées par la population. Donc, en termes de stratégie de conservation, on doit en fait tenir compte de tous les aspects. On a donc fait une étude pour savoir comment l'écrevisse marbrée est perçue. En fait, une espèce peut être envahissante, mais elle peut être envahissante et utile aussi. Et ceci a des conséquences sur l'environnement dans l'environnement en question. Et ceci est très intéressant, donc de voir comment les écrevisses marbrées par rapport à leur apparence, elles sont perçues de plus en plus de façon positive selon les champs où les populations locales opèrent. Et le plus l'espèce est présente dans une zone, le plus la perception est positive. Mais malgré tout, il y a des risques, une augmentation des risques, parce que ceci tout dépend de la situation dans le pays. À Madagascar, bon, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas en fait aussi facile que dans certains pays où des stratégies sont déjà en place, où des règles sont suivies, où l'économie est telle que la population suit les règles, les réglementations. Donc, cette perception positive peut quand même mener à certaines
questionne certains problèmes, mais bon, l'écrevisse est là, elle est quand même utile et c'est important d'avoir des données, des informations et une stratégie sur cet aspect des choses pour pouvoir passer à l'aspect conservation. Donc, l'espèce est perçue comme une ressource et les domaines d'utilisation sont en fait la consommation humaine, la nourriture pour les animaux et les marchés. Ceci a un potentiel parce que les gens ont un accès libre aux ressources naturelles et ils peuvent avoir des revenus par rapport à cela. Et par rapport à la crevice, donc en 2018, la viande donc qui était présente dans les queues des écrevisses était vendue à un peu plus de 5000 MGA par kilo, ce qui est assez important pour les fermiers. Et en 2019, les prix sont plus ou moins stables sur le marché. Et donc, je vais passer à la diapositive suivante qui illustre mieux les choses. Et vous voyez ici la façon dont l'écrevisse a été acceptée et intégrée dans la diète, enfin la nourriture de la population humaine. Vous avez ici à droite le prix par kilo, le niveau de protéines, que ce soit d'origine animale ou végétale. Et vous avez ici à gauche les préférences, à savoir s'ils préfèrent dans les diverses espèces d'animaux et l'écrevisse marbrée et en fait préférée par rapport à d'autres espèces, aussi par rapport au prix, donc il y a l'accès qui est plus facile. Donc, ceci nous amène aussi à des avantages au point de vue de la santé. Dans la diapositive suivante que j'ai montrée, on a vu que les gens percevaient l'écrevisse marbrée de façon négative. Ceci est dû au fait que les gens n'aiment pas, bon, il y a des problèmes de santé, les perceptions sont donc différentes et par rapport à la carapace aussi. Et malgré tout, la crevette a été, l'écrevisse a été acceptée par la population qui la consomme régulièrement. Et ceci a eu un bon impact sur la prise de protéines de la population et la malnutrition est prévalente à Madagascar, donc c'est une perception, un aspect positif de l'écrevisse marbrée. Donc, comme on a vu, ceci est relatif à divers habitats et selon les habitats, ceci améliore aussi la diversité. En tant que dernier point que je voudrais mentionner, qui est important, les crevisses marbrées a des aspects positifs sur la santé potentielle, sur le contrôle des maladies. Madagascar est l'un des pays qui a deux formes de schistosomiase, où elle est prévalente. Du côté droit, vous voyez en vert les découvertes de sites des crevettes marbrées et aussi la présence de la maladie avec diverses prévalences. Donc, vous voyez que la maladie est prévalente là où les crevettes marbrées ne sont pas présentes. Donc, d'après le contrôle, du point de vue du contrôle biologique, on a pu donc éliminer la maladie parce que du fait que les écrevettes marbrées consomment certaines espèces comme les escargots, etc. Donc, ceci a diminué la présence de la schistosomiase. Donc, ces espèces sont envahissantes, elles sont partout. Mais un des aspects qu'on pourrait prendre en compte est l'usage de ces espèces. On a fait donc des expériences
on est en train de faire de nouvelles expériences aussi qui évaluent le potentiel des écrevettes marbrées par rapport à la santé, donc leur effet sur la santé. Il y a des traitements, bien sûr, pour la schistosomiase, mais malgré tout, la plupart des personnes de la population à Madagascar n'a pas accès à ces traitements. Et ils sont en contact avec l'eau tous les jours. Donc, ceci mène à des infections récurrentes. Donc, les écrevisses marbrées pourraient donc avoir un rôle pour contrôler la schistomiatose. Donc, il a été montré que ceci a un avantage ceci fonctionne avec les escargots. Des recherches ont été faites en laboratoire, donc bien sûr, il y a encore d'autres recherches qui doivent être effectuées, mais pour conclure par rapport à ces espèces envahissantes, par rapport à l'impact sur le développement durable, il ne s'agit pas seulement de ces espèces, mais ceci a un impact sur l'économie, l'environnement et la santé. Il y a ces trois éléments qui sont très importants, aussi importants que l'écrevisse marbrée qui est envahissante. Bon. Donc, il s'agit de mettre en œuvre des stratégies de conservation qui sont un défi énorme. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, dans le cadre de nos conférences, je n'ai pas de plan ou de suggestions ou d'hypothèses particulières qui pourraient fonctionner parce que du fait que donc, ces études sont en cours, on veut voir exactement où se situerait l'impact, quelle sera la situation à l'avenir, comment on peut la gérer. Comment on peut gérer ces espèces invasives et mettre en place une stratégie de gestion pour l'avenir. Il y a donc une politique qui existe actuellement, qui a été publiée en 2008, donc selon l'arrêté 16-825-2008 que vous voyez sur l'écran du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Donc, ceci a été fait en 2008 et 13 ans plus tard, les choses n'ont pas changé. Cette loi a été un petit peu oubliée et donc les études qui sont en cours montrent que il y a des efforts qui doivent être faits pour mettre en place ces stratégies, pour contrôler l'étendue de ces espèces et aussi relever les défis, avoir un équilibre entre l'invention et l'utilité de ces espèces, ainsi que leur impact sur la biodiversité. Donc sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vais prendre des questions.